Bonjour, je suis Sylvie Vercher, conceptrice et rédactrice de l'Oracle des Gardiennes des Mythes, paru aux éditions Végatry et Daniel. Les images sont de Crystal Art Fantasy et dans cette capsule, je suis venue vous parler de la déesse Nephthys. Alors Nephthys est une déesse égyptienne, fille de Djeb et de Nout, ces deux divinités qui représentent le ciel et la terre. Alors Nout est la voûte stellaire avec ses ciels de nuit et toutes ces étoiles qui brillent. Elle représente un petit peu le féminin cosmique et stellaire qui, avant qu'il ne s'incarne, avant qu'il ne descende et s'incarne dans la terre, ce qu'il va pouvoir faire avec Isis et Nephthys en particulier. Et puis le père, c'est Djeb, donc c'est un dieu terrien avec toute cette puissance de la terre et le jaillissement de la nature. C'est-à-dire qu'on retrouve en lui de façon analogique tous les Greenman et les hommes verts et des dieux comme Cernunnos. C'est pour cette raison qu'il est souvent représenté en vert, ce vert que l'on retrouvera sur Osiris. Donc ces deux-là vont avoir 5 enfants, dont le premier sera Osiris, qui est un dieu vraiment très particulier parce que c'est un masculin sacré et c'est un masculin en accord avec les lois de la nature. C'est un, c'est un dieu parfait. En fait, c'est un dieu qui préfère l'amour à la guerre. Il est vraiment très doué avec la parole. Il a une parole persuasive qu'il emploie avec talent. C'est un artisan hors pair du langage, il est écrit, hein, qui triomphe par le verbe et non par les armes. En fait, au combat, il préférait l'amour. Donc, c'est vraiment un dieu vraiment très important que qu'Isis n'aura de cesse de retrouver parce il va la compléter parfaitement. C'est lui qui va lui amener la jouissance et le bonheur. Deuxième fils, ça va être Horus l'Ancien. Et ici, on peut faire un petit décrochage sur le glissement du nom entre Horus l'Ancien et Horus, qui sera le fils d'Isis et d'Osiris. Ça peut nous faire penser à ces traditions très anciennes, en particulier dans les sociétés matristiques où l'oncle avait un rôle très particulier auprès des enfants et en particulier auprès des neveux et des nièces. Donc ici, ça peut représenter une ancestralité dans la société égyptienne qui va puiser ses sources très très longtemps en avant et on retrouvera donc ces traces avec ces féminins vraiment flamboyants en pleine possession de leurs moyens, ce qui ne sera plus tout à fait le cas ultérieurement. Troisième enfant, c'est Seth. Alors Seth, c'est le trouble fait, hein. C'est celui qui arrive pour embêter tout le monde et surtout pour prendre le pouvoir parce que c'est un dieu jaloux qui veut prendre la place du bel Osiris. Il faut savoir que dès sa naissance, il a blessé sa mère. Donc il arrive déjà avec tout un tas d'actions et d'intentions qui sont très négatives. Osiris, c'est le dieu de la vie et de la mort, hein, des cycles de vie et mort. Et Seth, c'est vraiment le dieu de la destruction. On pourrait considérer, sans trop se tromper, que Seth représente l'antithèse d'Osiris, c'est-à-dire en quelque sorte son ombre, mais une ombre négative qui va aller à l'encontre justement des cycles de vie et de mort que peuvent représenter Osiris. Ensuite est arrivé Isis, donc ce féminin encore complètement dans sa royauté, flamboyant. Isis, elle est magicienne encore, hein. Elle parle, elle donne des ordres, elle peut faire des choses, elle est active et elle aime passionnément. C'est-à-dire qu'elle est amputée d'absolument rien du tout, ce qui nous dit beaucoup de choses par rapport à la société égyptienne de l'époque où le mythe a été mis en place et où il a été raconté. Et donc en cinquième position, nous avons cette fameuse Nephthys, qui pourrait être un peu considérée comme l'ombre d'Isis, sauf que cette ombre, elle ne va pas être négative, elle ne va pas être destructrice, elle ne va pas aller à l'encontre d'Isis, elle va plutôt devenir une amie, et même plus qu'une amie, elle va vraiment l'accompagner et elle va l'aider, elle va la suivre, en quelque sorte, comme son ombre. Alors il se passe un événement qui va grandement nous éclairer sur le rôle et sur les qualités de Nephthys par rapport à Isis.
nous devons déjà nous rappeler que Isis et Osiris forment un couple amoureux qui vont avoir un fils qui s'appelle donc Horus, qui va être un fils très lumineux, très solaire, avec une capacité de discernement extrême, car il va avoir des yeux de faucon. C'est un fils de lumière, hein. Et en fait, ce que nous raconte le début de cette histoire, c'est qu'une certaine nuit, Nephthys va rejoindre Osiris dans sa couche. Donc il va y avoir ici une rencontre cachée, un adultère. Parce qu'en fait, Osiris, il s'est pas trop rendu compte, les deux sœurs se ressemblent tellement qu'il s'est un petit peu trompé. Isis va avoir connaissance de cette liaison parce qu'elle va trouver sur la couche une fleur de mélilo. Et elle sait très bien que partout où Osiris passe, ben, il laisse des fleurs de mélilo. Et cette fleur, elle n'est pas anodine, elle nous dit des choses aussi. C'est une fleur sauvage, très souple, très douce, hein, très fine. C'est une fleur plutôt féminine. Et cette fleur, c'est un calmant du système nerveux, mais c'est aussi un anticoagulant. Donc si on fait une analogie avec l'alchimie, coaguler, solve et coaguler, coaguler, c'est transformer une substance en une masse solide, c'est-à-dire en quelque chose d'énergie masculine. Et donc on voit que ici Osiris, ce masculin, il a une capacité de douceur en lui, de féminin, de l'ordre de l'anima, qui l'empêche de se coaguler complètement et de devenir un guerrier, une grosse brute épaisse. Donc on voit sa perfection, il a intégré son anima, puisqu'il distribue ces fleurs de Mélilo. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien le côté positif d'Osiris, l'animus bénéfique qu'il représente. Et le fait que Nephthys s'unisse à lui permet de voir que le côté ombre du féminin que représente Nephthys va à un moment donné être contaminé par un masculin positif. C'est-à-dire il va être fécondé par un masculin positif. Il va être imprégné d'un masculin positif, c'est-à-dire qu'il va devenir une ombre positive, aidante, bonne conseillère, qui donne de la bonne intuition, qui va donner des forces, etc. Si à ce moment-là, elle s'était plutôt unie à Seth, elle serait sans doute devenue une méchante sorcière, très jalouse, qui va avoir qu'une envie, c'est de faire du mal et de détruire Isis. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'elle va devenir sa plus proche âme sœur dans une merveilleuse sororité. Et ça, c'est grâce à son union avec Osiris qui la contamine d'un masculin positif. Donc ça indique aussi l'héritage qu'il va y avoir de cette union, c'est-à-dire ce fils Anubis, hein, qui est le dieu chien chacal, qui va hériter des forces de l'ombre de sa mère, puisque c'est un dieu qui travaille au moment de la mort, hein. Il est là quand on met les bandelettes au moment de la momification, acte important pour permettre la vie dans l'au-delà, la régénération. Donc c'est un dieu aussi qui est très positif parce qu'il y a ici l'union de l'ombre et du masculin positif. Donc c'est assez parlant parce que ce petit détail, il donne toute la clé de cet accord entre ces deux féminins, entre Isis et Nephthys. Et il va donner toute sa force, toute la puissance du féminin pour redonner vie à ce masculin qui va lui apporter, qui lui apporte plutôt de l'épanouissement et de la joie, à contrario d'un masculin de type 7 qui amène la destruction partout. Donc les voici parties toutes les deux, c'est-à-dire que Nephthys, elle va suivre Isis comme son ombre, hein. Elle va être tout le temps là et elle va tout le temps, même si c'est toujours Isis qui décide et qui prend la directive des événements, Nephthys sera toujours là à son côté et à tel point qu'elles vont souvent se ressembler, elles vont continuer à se ressembler et même quand il y aura des transformations, alors nous pouvons prendre de petits extraits de Nadine Guillou et Janice Perret, où elles écrivent que grâce à ses ailes et aidée de Nephthys, Isis Oiseau agita l'air tout autour de son tendre époux et frère. Ce vent qui provenait du battement de leurs ailes, elle désira qu'il entrât dans ses narines, qu'il pénétrât dans le trou de sa tête, qu'il le traversât afin qu'il pût à nouveau vivre et lui parler, et lui apporter de nouveau la réjouissance.
Donc ici, on voit ces deux pôles du féminin. On va considérer que c'est un pôle solaire et un pôle nocturne, avec la conscience et l'ombre qui agissent de concert, parce qu'elles ne sont pas parasitées par un masculin négatif. Et ici, le petit détail qui change la donne, qui nous donne vraiment des précisions, c'est qu'elles battent des ailes pour redonner le souffle par les narines, le souffle, l'esprit, et elles veulent que ce souffle, il pénètre par les trous de sa tête, c'est-à-dire on a ici le symbole, un des symboles les plus importants du masculin, c'est-à-dire l'élément qui nous permet de penser, de réfléchir, d'analyser et de bien discerner. Elles veulent absolument que ce masculin-là, la manière dont il pense, la manière dont il analyse et la manière dont il discerne, soit encore vivant. Et vous vous rappelez qu'Osiris, c'est quand même le roi des rois, le dieu des dieux, dans sa manière de penser, hein, par le verbe et pas par les armes. Donc c'est ça qu'elle réactive ici. Hein. Et on voit que le fait de réactiver ce moyen de penser, cette méthode de pensée, apporte des réjouissances au féminin. Une autre fois aussi, elles sont toutes les deux transformées, cette fois-ci en Milan. On va retrouver encore des mécanismes très intéressants. Tel un oiseau survolant la terre, Isis était partie à la recherche de son mari disparu, aidée selon certains de sa sœur Nephthys, épouse de leur frère Seth, qui avait si sauvagement tué Osiris. Allant et venant l'une de l'ouest, l'autre de l'est, l'une en oiseau hâte, l'autre en Milan, survolant le pays, elles avaient enfin retrouvé Osiris. Il y a encore la force, la puissance extrême de ce féminin qui allie toutes les fonctions qu'elle peut posséder en utilisant à la fois Isis et Nephthys. Elles sont transformées donc en Milan. Le hâte, c'est une espèce de rapace aussi qui semble ressembler à un Milan. Et alors ici, il y a encore un petit détail à décrypter, c'est-à-dire qu'allant et venant, l'une de l'ouest et l'autre de l'est, elles sont des deux côtés. Elles sont dans le côté jour et dans le côté nuit. Elles sont là où le soleil se lève, où la vie jaillit, où la lumière jaillit, mais elles sont aussi à l'ouest, là où le soleil se couche, là où se trouve la nuit et l'obscurité. C'est-à-dire, elles ne laissent pas de place pour ce qui pourrait être amené par un masculin négatif. Elles sont dans leur toute puissance. Et elles sont dans leur toute puissance parce qu'elles sont alliées, parce qu'elles sont en toute sororité. Donc ça, c'est une grande leçon pour nous. C'est vrai que ça parle de la psyché, des fonctions inconscientes, hein, l'intérêt d'avoir un conscient en harmonie avec l'ombre qui ne serait plus contaminé par les miasmes qu'elle aurait pu récolter, mais ça parle aussi de la société égyptienne où il y a encore le respect et les valeurs de ce féminin qui permettent de se garder en place et de ne pas laisser s'instaurer de manière trop prégnante une société patriarcale et guerrière et qui dévaloriserait les femmes. Hein. On sait combien les femmes en Égypte étaient encore très libres et très autonomes. Donc ça nous dit beaucoup de choses que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Un autre exemple qui nous parle de cette sororité, de cet accord du féminin, des différents féminins, c'est un petit peu plus loin dans l'histoire, il y a une femme en train d'accoucher d'un roi dieu pharaon et l'accouchement se passe pas très bien, donc on en appelle à Isis, et donc Isis arrive bien sûr avec Nephthys, et elle dit, laisse-nous la voir en parlant de la parturiente, nous savons accoucher. Elles entrèrent et s'enfermèrent avec elle. Isis se plaça face à elle et Nephthys derrière elle. Donc encore une fois, elle a un positionnement du féminin aux deux parties, de la même manière qu'il était autour d'Osiris, ou de la même manière qu'il se déplaçait dans l'espace, à l'est et à l'ouest, c'est-à-dire qu'elles essayent d'occuper tout l'espace, que ce soit la partie soleil ou la partie nuit, le début ou la fin, elles forment comme une protection. Elles forment, c'est un peu une couvade aussi, une couvade qui va permettre la régénération. Donc on ne parle pas ici de chaudron comme avec d'autres déesses ou de giron, mais le schéma il est exactement le même. Et cela est possible parce que le féminin est dans toute sa puissance et dans toute sa royauté. Donc tout ce que nous dit ce mythe, c'est nous parler
de l'incroyable Égypte ancienne qui avait su garder des schémas archaïques qui permettaient de fonctionner au sein de la société sans que un genre soit vraiment privilégié sur l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Il nous parle aussi de nous-mêmes, de l'intérieur de notre psyché, de l'accord nécessaire, de la sororité nécessaire entre les différentes parties de l'anima, du besoin de nettoyer l'ombre. Et on va dire que c'est une bénédiction qu'il y ait eu cet adultère hein, avec Nephthys et Osiris, parce que c'est ce qui lui permet d'être une ombre bienfaisante avec Isis, hein, c'est-à-dire sur le plan symbolique. Donc on va essayer de voir ce que pourrait donner Nephthys quand cette carte tombe dans un jeu avec un questionnement par exemple sur brouille avec une amie. Donc à gauche nous avons Boudica. Je vous rappelle que Boudica c'est une reine guerrière qui a mené la guerre. Il faut savoir que ses filles ont été violées, qu'elle a été fouettée et qu'elle a levé une armée pour aller mettre la pâtée aux Romains. Donc sa colère était complètement légitime. Et ici, dans cette partie-là du tirage, elle symbolise que nous ressentons de la colère, que nous partons en guerre, hein, qu'il y a un conflit quelque part qui s'annonce ou qui est peut-être déjà en place. En face, nous avons Aten-Six, c'est une déesse amérindienne qui se trouve dans le ciel et elle descend avec des oies pour que sa chute ne soit pas dangereuse et elle arrive sur le dos d'une tortue où elle va créer la terre. Donc là, il y a une notion de incarnation, de besoin d'incarnation. L'extérieur aspire justement à ce qu'il y ait une incarnation. Peut-être que l'ami en question a besoin que cette amitié devienne beaucoup plus concrète et dans ce qu'elle demande, il y a quelque chose qui nous gêne, ou en tout cas nous ne sommes pas prêts, ce qui génère de la colère. À l'origine de cette question, il y a un flux de vie, puisque nous avons la grande déesse Beaune, hein, la grande créatrice, avec sa rivière qui coule. C'est le flux de la vie, c'est dans la nature des choses que cette amitié demande à se modifier, à évoluer et à s'incarner. Et la réponse, donc, c'est Nephthys ici qui arrive, c'est-à-dire ça va dire deux choses différentes, c'est que cette expérience vécue avec cette autre personne va nous amener à un travail sur soi et une conciliation possible, une aide entre notre ombre et notre conscience. On est sur un parcours d'individuation, sur une psychosynthèse qui est en train de se faire, mais elle peut dire aussi que sur le plan de la projection, on va vraiment se réconcilier avec l'ami et que ça va devenir vraiment productif. Donc, qu'est-ce qui se trouve au milieu? Au milieu, nous avons la Vénus préhistorique. Donc ça confirme la carte de Beaune, c'est-à-dire qu'on est face à une pulsion de la libido, une rivière qui veut couler et qui demande à ce que les choses soient vécues et soient faites. Hein. Ici, ça fait penser à James Hillman avec sa notion des archétypes et de leur maladie qui demande à ce qu'on les vive, à ce qu'on les intègre. Euh, voilà, c'est vraiment comme ça que ce jeu peut être interprété avec donc à la lise cet accord entre Nephthys et Isis. Donc c'est plutôt de bon augure pour la relation amicale. Donc voilà pour clôturer cette capsule sur Nephthys. Je ne peux que vous souhaiter un même cheminement, c'est-à-dire de savoir concilier votre Isis et votre Nephthys. Espérer que votre Nephthys soit bien contaminé par un masculin positif. Donc c'est très important sur le plan de la psyché avec cet accord, cette complicité entre la conscience et l'inconscience de l'anima, du féminin. Donc ça nous parle bien sûr d'intériorité, mais ça nous parle aussi de la sororité nécessaire dans la vie, qui est complètement le contraire de la compétition. On voit bien qu'entre Isis et Nephthys, il n'y a pas de compétition. C'est pas quelle des deux sera la plus belle, la plus intelligente, laquelle des deux va piquer Osiris. On n'est pas du tout dans cet ordre-là. On est dans l'inspiration saine d'un animus positif et puis ensuite la sororité extrême, c'est-à-dire travailler ensemble, se soutenir et œuvrer à la résurgence et à la survie de ce masculin aimé passionnément et qui va permettre de générer un monde beaucoup plus agréable. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.